Bonjour à tous, bienvenue sur Figaro Live, bienvenue sur lefigaro.fr. Voici les derniers résultats de l'élection en Turquie. C'est bien Recep Tayyip Erdogan qui est, selon ces résultats, donné vainqueur dès le premier tour avec la majorité absolue, 52,5%. Et son parti a beau reculer aux législatives, il reste majoritaire avec son allié nationaliste du MHP. L'autre enseignement, selon ces résultats, c'est l'entrée du parti pro-kurde au Parlement. Alors, quelle est l'ampleur réelle de la victoire pour Erdogan ? Et nous, on vous pose également une autre question. Êtes-vous satisfait du résultat en Turquie ? Question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Pour l'instant, vous êtes une majorité, une écrasante majorité à répondre non. Eh bien, dites-nous pourquoi, donnez-nous votre avis, posez-nous vos questions. On les posera notamment à nos invités avec d'autres questions. Que faut-il, que va-t-il se passer ? Que faut-il en penser ? On en parle donc avec Guillaume Perrier. Il est rentré dans la tête d'Erdogan, comme l'indique son dernier livre aux éditions Actes Sud et son blog Au fil du Bosphore, journal de bord de plusieurs années de correspondance en Turquie. On en parlera également avec Dorothée Schmidt, la spécialiste de la Turquie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et auteur chez Talendier de la Turquie en 100 questions. Et enfin, on en parlera aussi avec Alexandre Delveil, chercheur en géopolitique et auteur il y a quelques années d'un livre important sur la Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste, point d'interrogation. Et vous voyez, vous venez de voir son dernier livre, La stratégie de l'intimidation, aux éditions de l'Artilleur. Mais d'abord, direction Istanbul, où l'on retrouve le premier, ou plus exactement, la première de nos décrypteurs. Bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Alors, les vainqueurs, quand même, apparemment, c'est avant d'être les citoyens turcs, Recep Erdogan et son parti. Bonjour Delphine Minoui, vous êtes la correspondante du Figaro à Istanbul. Bonjour. Un coup d'œil, on va jeter un coup d'œil, Delphine, si vous le voulez bien, encore une fois, aux résultats. La présidentielle, donc, c'est bien Recep Erdogan qui est donné vainqueur, 52,5%, majorité absolue, et également majorité pour la coalition entre l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, et son allié nationaliste du MHP. Est-ce que tout le monde admet ce matin ces résultats ? Est-ce que le Haut Conseil électoral, par exemple, confirme ces résultats ? En fait, ces résultats ont été d'abord contestés dès la sortie des premiers éléments hier soir. Une opposition qui a immédiatement dénoncé des fraudes, notamment dans le sud-est turc, où se trouve une grande majorité de la population kurde. En même temps, à l'heure où nous parlons, juste à l'instant, il y a cette conférence très attendue, conférence de presse du principal rival d'Erdogan, le candidat de centre-droit, de centre-gauche, Muharrem İnce, qui intervient depuis son siège à Ankara et qui vient de dire qu'il reconnaissait les résultats malgré les soupçons de fraude. Donc c'est assez intéressant de voir quand même il y a une volonté de discours inclusif, de reconnaissance de ces résultats. En même temps, il a été très ferme dès ses premières paroles, en appelant Erdogan à ne pas gouverner comme le simple leader de son parti, l'AKP, et en dénonçant quand même une fois de plus le nouveau système qui s'applique maintenant, c'est-à-dire l'hyperprésidence, comme l'avait souhaité Erdogan et comme il l'avait obtenu lors du référendum sur la nouvelle constitution l'année dernière. Alors, l'hyperprésidence, c'est cette réforme constitutionnelle qui a été votée l'an dernier, à laquelle vous faites allusion, Delphine. Pas de Premier ministre, notamment. Et Louison, qu'on salue, qui nous rejoint sur les forums du Figaro, et vous pouvez donner votre avis, poser vos questions, nous demande que va faire le président avec tous les pouvoirs concentrés entre ses mains.
C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Quelle est la suite également des événements ? C'est une crainte qui est énormément évoquée dans les rangs de l'opposition et au sein de la société civile. Quelque part, ça confirme une tendance dans l'air du temps depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, et notamment depuis la reprise en main du président Erdogan, depuis le coup d'État déjoué de l'été 2016. On l'a vu ces dernières années, la dérive autoritaire s'est accélérée, une concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, une personnalisation du pouvoir. Il faut rappeler que, par exemple, il est dans l'air du temps en ce moment d'être poursuivi, malheureusement, pour insulte au président. Il y a des journalistes qui se retrouvent sous les verrous pour avoir émis une simple critique contre Erdogan. Le fait qu'il n'y ait plus de Premier ministre non plus montre une encore plus grande concentration des pouvoirs, sans compter toutes les dérives récentes. On peut évoquer les purges, ces milliers de personnes qui ont été limogées, tous ces opposants qui se trouvent derrière les barreaux, y compris des étudiants, y compris des professeurs d'université, une presse de plus en plus muselée. En l'espace de ces 2 dernières années, il y a à peu près 150 médias qui ont dû mettre la clé sous la porte. Une toute dernière question, Delphine. Vous avez donc évoqué tout à l'heure l'ambiance côté kurde. Il y a une autre question qui se posait, que vous avez évoquée, c'est sur justement l'opposition muselée. Il y a eu un certain nombre de personnes, notamment des parlementaires français, qui ont été arrêtés hier. Est-ce que cette ambiance que l'on dénonce, que les détracteurs d'Erdogan dénoncent, cette ambiance répressive, s'est ressentie hier au cours de l'élection ? Ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que cette pression, elle s'est surtout ressentie donc dans le sud-est turc, qui est connu pour sa grande opposition au président Erdogan. Mais dans le reste du pays, il faut reconnaître que ça s'est relativement très, très bien passé, dans une ambiance plutôt bon enfant. C'est ce que j'ai pu constater à Istanbul, où les observateurs internationaux ont pu pénétrer dans les enceintes des bureaux de vote. Les gens discutaient librement sur le trottoir, des débats souvent d'ailleurs très très animés, avec des gens qui n'étaient pas d'accord mais qui exprimaient leur point de vue. Donc c'est quand même très représentatif d'une société civile qui n'a pas dit son dernier mot, qui va continuer tant bien que mal à s'exprimer, à critiquer le pouvoir si besoin. Ce qui est à noter également, c'est intéressant, c'est que le Parlement, donc qui a également été élu lors de ce scrutin, le Parlement reste un Parlement multicolore. Il faut rappeler que le HDP, le parti de gauche pro-kurde, a réussi à sécuriser ses sièges et qu'au sein de ce parti, il y a notamment par exemple un député qui vient d'être élu, qui est un ancien journaliste, enfin qui est toujours journaliste, Amakchik, journaliste au sein du grand quotidien indépendant Cumhuriyet. Il a fait des mois et des mois de prison, il s'était présenté aux élections, il a été élu. Et un de ses premiers discours a été de dire « Nous allons continuer sur la route de la démocratie malgré tout et malgré les entraves ». Merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions, tous ces éclairages. Et je rappelle effectivement la principale information que vous nous donniez, c'est que le principal opposant à Erdogan, celui qui est arrivé juste après lui, qui ne s'était pas exprimé depuis la fermeture des bureaux de vote, a reconnu sa défaite et a reconnu l'élection d'Erdogan. Il accepte les résultats des élections, comme vient de le dire l'agence France-Presse, mais il reste très ferme justement sur la façon dont Erdogan va exercer ce pouvoir. J'ajoute également qu'on retrouve le compte-rendu de cette journée d'élection dans l'édition papier du Figaro et sur le site internet lefigaro.fr, un compte-rendu bien sûr que vous avez fait puisque vous avez suivi et vous suivez et vous nous faites vivre justement la situation en Turquie au jour le jour. Merci beaucoup Delphine. Merci. Recep Tayyip Erdogan est donc président depuis 4 ans et cette nuit, l'issue, sans attendre ses résultats, sans attendre cette acceptation par son principal opposant, ne faisait aucun doute à ses yeux. Le président sortant s'est estimé réélu dès le premier tour, dès la fermeture des bureaux de vote. On l'écoute. Seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj
gayet açıktır. Türkiye %90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. À l'inverse, l'opposition a contesté tout de suite ces résultats et cette interprétation des résultats. On écoute un de ses partisans. Şimdi sizce bu sonuçların bu saatte kadar açıklanması mantıklı geliyor mu? İlk dakikalarda açıklanan sonuç ve açılmayan sandık sayısı %90'dan %10'lardaydı. Aynı sonuç ve saatler geçmiş. YSK verileri giremiyor ve hala bu aynı sonuçlar geçerli. Buna yetmiyor. Öbür taraftan da iktidara talip olan bir partinin de bu halde olmaması lazım. Bu da ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim de bu partiye eleştirim. Orada insanlar birbirine girecekken benim partimin yetkilileri benim partilime sahip çıkmıyorsa zaten biz bunu unutalım. Mais à l'instant, donc on vient de l'entendre de la bouche de Delphine Minouy et les dépêches le confirment. Le responsable de ce parti a admis ces résultats qui étaient donc contestés jusqu'à présent. On en parle tout de suite avec vous, Guillaume Perrier. Avant, je voudrais qu'on juste citer les internautes qui nous rejoignent. Louison qui nous demande quelle est la politique africaine du président turc. Pierre qui demande comment expliquer les bons résultats du MHP, comment expliquer les faibles scores du II Parti. Et finalement, la non-alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP a-t-elle profité à l'AKP? On aborde toutes ces questions dans la troisième partie de l'émission. Donc vous restez avec nous. Mais je voulais d'abord qu'on débriefe avec vous, Guillaume Perrier. Vous êtes rentré dans la tête d'Erdogan. On a redécouvert d'ailleurs ce livre excellent et à lire aux éditions Actes Sud. Cette semaine, on l'a redécouvert sur Figaro Live et sur le Figaro.fr grâce à votre conversation avec Marie-Laetitia Bonavita et puis la recension qu'on a fait dans la bibliothèque des essais à retrouver sur le Figaro.fr. Quelles leçons vous tirez de ces élections ? La leçon, c'est d'abord la grande maîtrise de Recep Tayyip Erdogan. Je crois qu'on l'avait battu un peu trop vite. C'est d'ailleurs pas la première fois dans sa carrière qu'on le donne un peu en bout de course. Et à chaque fois, comme à chaque fois, je dirais, il a réussi à renverser l'obstacle qui se présentait devant lui et à reprendre le pouvoir, presque en confortant son pouvoir encore une fois, puisque là, on voit qu'il a encore assis son pouvoir sur cette base de l'alliance avec l'extrême droite ultranationaliste. Donc si vous voulez, ça c'est le premier enseignement. D'abord, la grande maîtrise du calendrier électoral et de la stratégie par Erdogan. La deuxième chose, c'est, je pense, un emballement sur la possibilité de voir une opposition plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu vraiment une sorte de vœu pieux de la part d'une partie de la gauche turque, relayée sans doute par les opposants à Erdogan en dehors de la Turquie. Mais si vous voulez, cette opposition, pour l'instant, reste totalement à la traîne d'Erdogan. C'est Erdogan qui décide l'agenda politique, c'est Erdogan qui fait la campagne, qui donne le ton. Devam ou tamam, ça veut dire continuer ou on arrête, mais c'est toujours lui qui donne le ton. D'ailleurs, il continue puisqu'il a tweeté Devam, on continue. Voilà, on continue. Il a dit dès l'officialisation de sa réélection qu'il était déjà focalisé sur son prochain objectif, c'est-à-dire 2023, donc les prochaines élections. C'est quelqu'un qui 2023, contrôle le pouvoir par les élections. Pardonnez-moi, je vous coupe. 2023, c'est une date importante pour la Turquie, parce que c'est le centenaire de la Turquie moderne et de la Turquie laïque. Alors, ce n'est pas le centenaire de la Turquie laïque, la laïcité est arrivée en 1934. C'est le centenaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal. Moderne, tout est relatif, la modernité est quelque chose de relatif, mais la Turquie républicaine. Donc effectivement, Erdogan, c'est très intéressant parce qu'on a toujours tendance à penser à l'opposé, si vous voulez, à Mustafa Kemal, à penser qu'Erdogan est le produit d'une revanche des anti-kémalistes. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Erdogan, s'il est aussi fort et s'il est aussi populaire, c'est d'abord parce qu'il a réussi à faire une sorte de synthèse. Aujourd'hui, Erdogan, c'est l'homme de la synthèse entre le nationalisme turc, cet autoritarisme qui vient tout droit dans le modèle et le kémalisme, et puis cet islam politique dont il est le produit. Donc il a réussi à marier ces deux et à instaurer ce pouvoir. Il a incarné ce que d'aucuns ont appelé le national-islamisme en Turquie. Voilà, c'est la synthèse, si vous voulez, on appelait ça la synthèse turco-islamique dans les années 70. C'était une doctrine politique au sein de la droite turque qui mêlait à la fois ce nationalisme et le côté religieux. On est passé de l'islamisme modéré au national-islamisme, d'ailleurs, je note, puisque quand Erdogan est arrivé au pouvoir, ou
au moment du début des succès d'Erdogan au début des années 2000, on assimilait ça à la démocratie chrétienne, à quelque chose de light. J'observe que ce n'est plus le cas maintenant. Mais lui se définissait comme ça, effectivement. Mais Erdogan a énormément évolué, si vous voulez. Depuis 2014, il est sur une ligne extrêmement nationaliste. Il a évolué ou il s'est révélé ? On peut toujours refaire l'histoire a posteriori. On peut dire effectivement qu'il a révélé son véritable visage, celui qu'il donnait à voir au début des années 90. Pardonnez-moi encore une fois, mais on parlait d'un agenda caché de la part de l'AKP, arrivé avec un visage avenant, modéré, acceptable notamment par l'Occident, et ensuite, en sous-main, mettre au point un programme qui était beaucoup plus dur et beaucoup plus dénonçable par l'Occident. Une partie de son opposition a toujours tenu ce discours, effectivement, continue à le tenir et dit aujourd'hui, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Ça reste un discours qui me convainc peu. Je pense qu'Erdogan reste avant tout un politicien opportuniste, pragmatique, qui a su s'adapter aux événements. Une toute dernière question, Guillaume Perrier. Cette élection marque en théorie le passage d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Est-ce que ce score va permettre à Erdogan d'asseoir définitivement sa mainmise ? Oui, c'est certain. C'est l'objectif qu'il recherche depuis au moins 2010, la construction de ce régime présidentiel pour avoir des pleins pouvoirs. Aujourd'hui, alors cette alliance reste quand même essentielle avec l'extrême droite ultranationaliste. Sans cette alliance, il ne pourrait pas avoir la majorité absolue au Parlement. C'est ce qu'on voit notamment au Parlement. Voilà. Alors qu'avant, l'AKP avait la majorité absolue seule. Absolument. Et donc, du coup, ça va aussi déterminer en partie sa politique pour les prochaines années, si vous voulez. Donc, il est obligé de maintenir cette ligne nationaliste avec des conséquences fortes, notamment sur la question kurde. Merci beaucoup Guillaume Perrier. On en reparle dans une deuxième partie. Je vous invite à vous asseoir et je vous pose la question, êtes-vous satisfait des résultats en Turquie ? Dites-nous pourquoi en réagissant sur Twitter, #FigaroLive, #les décrypteurs. On va continuer à décrypter ces résultats avec sinon la meilleure spécialiste de la Turquie, en tout cas une des meilleures expertes en France. Bonjour Dorothée Schmidt. Je vous en prie, asseyez-vous. On voit les résultats justement apparaître sur l'écran. 52,5%, on le dit depuis tout à l'heure, donc pour Recep Tayyip Erdogan, 31% pour son opposant du CHP juste derrière. Et puis, le résultat des législatives, où Guillaume Perrier vient de nous le dire, l'AKP obtient la majorité absolue, mais grâce à son alliance avec les nationalistes du MHP. Peut-être un mot d'ailleurs sur ce parti, ce petit parti nationaliste du MHP. Alors, ce qui nous intéresse quand on observe le spectre politique turc dans son ensemble, c'est que le MHP, on pensait que c'était un parti qui allait disparaître en fait. On pensait qu'il allait être totalement absorbé par l'AKP, qu'il était mort. Il y avait déjà eu une scission qui avait permis la formation de ce nouveau parti politique, le fameux bon parti, le İYİ Parti, qui a fait une assez mauvaise performance. Donc là, finalement, le MHP se retrouve en position de faiseur de roi, puisqu'effectivement, Erdogan a besoin des voix des ultranationalistes pour avoir sa majorité absolue à l'Assemblée. Quelle leçon vous tirez de cette élection, de ces élections, de ces deux scrutins ? Alors moi, la première leçon que j'en tire, c'est le fait qu'on a énormément de mal à admettre que Tayyip Erdogan gagne les élections. C'est-à-dire qu'il me semble qu'elles étaient presque jouées d'avance en réalité. On avait quand même un doute sur la présidentielle où on s'est beaucoup dit qu'il y aurait un deuxième tour parce que le candidat du JP avait fait une très bonne campagne. Et en réalité, là, ce qui me semble le plus important, c'est la performance de Tayyip Erdogan qui est réélu à nouveau au premier tour de la présidentielle. C'est seulement la deuxième fois qu'on a une présidentielle au suffrage universel en Turquie et les 2 fois, il a été élu au premier tour. Donc ça démontre quand même qu'il a une très grande popularité, qu'il a une base électorale qui est solide. C'est une victoire d'Erdogan. Ce n'est pas vraiment une victoire de l'AKP. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'il y a des tiraillements au sein du parti. On a effectivement eu besoin de cette alliance avec les ultranationalistes. Donc on a une espèce de doute sur la composition de ces forces politiques qui vont venir en appoint à Tayyip Erdogan lui-même comme leader suprême, comme conducateur pour la Turquie. Mais il est là, il a énormément personnalisé le régime, il a neutraliser tous les contre-pouvoirs, il est à la tête de tous les courroies de transmission. Mais dans un pays profondément divisé, donc ça veut dire qu'il va pouvoir exercer son pouvoir absolu au prix d'une très grande violence sociale et politique. Les mauvais chiffres de l'économie, finalement, n'ont pas suffi à affaiblir substantiellement. C'était trop tôt. C'était trop tôt. On a ce début de crise économique qui s'est dessiné dans les dernières semaines de la campagne. Et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Ce qu'on a aussi tous observé, c'est qu'Erdogan a fait une campagne un peu moins flamboyante que d'habitude. Il est fatigué, il est inquiet, on le sent. De toute façon, depuis 2016, il a quand même pris un coup très important avec cette tentative de coup d'État
manqué, il est dans une psychologie assiégée, un peu paranoïaque, et il a physiquement perdu de la résistance. Donc là, il sait aussi qu'il va avoir à gérer très probablement une crise économique en Turquie. Or, qu'est-ce qu'il a comme moyen pour renverser la tendance ? Ça dépend de son crédit extérieur, ça dépend des financements qui sont prêts encore à s'investir en Turquie. Et pour ça, il faudrait que la Turquie se normalise, entre guillemets. Il faudrait qu'on puisse avoir confiance dans son leader, qu'on ait le sentiment qu'elle est sur un sentier de croissance durable et qu'on ait le sentiment qu'elle ne soit pas au centre d'une zone de tension régionale qu'elle attise sans cesse. Et là, la crise syrienne est un point très important à suivre. Un dernier point, mais vous l'avez un petit peu abordé, donc le pouvoir d'Erdogan sont renforcés. Est-ce que justement, comme il est renforcé au niveau de son pouvoir, il a besoin de renforcer cet autoritarisme ? Est-ce qu'il ne peut pas maintenant commencer à desserrer un peu les taux ? Écoutez, il a dit pendant la campagne qu'il lèverait l'état d'urgence et puis là, il a déclaré qu'il allait pouvoir gouverner le pays d'une main plus ferme parce qu'il avait présidentialisé le régime. Donc c'est un petit peu imprévisible. Je pense qu'il a quand même très mal vécu cette campagne où il a été soumis au défi par une opposition qui a été beaucoup plus réactive que ce qu'on pouvait attendre. C'est vrai qu'on a eu, dans le très peu de temps qu'a duré la campagne, parce qu'évidemment l'idée d'anticiper autant le scrutin, c'était pour couper totalement l'herbe sous le pied de l'opposition, l'empêcher totalement de s'organiser. Or, on a eu des grandes manœuvres. Comme il l'avait fait d'ailleurs aux précédentes législatives de 2015. Justement. Oui, différemment, puisqu'on a eu ces législatives qu'il a perdues et il s'est débrouillé en juin, ensuite. Il en reconvoque en novembre. On s'est débrouillé pour que les négociations de coalition échouent et qu'on ait à nouveau des législatives. Donc on a une vraie manipulation du calendrier électoral. On se débrouille pour que l'élection ait lieu au bon moment. Et d'ailleurs, l'histoire de la crise économique, c'était aussi très important pour fixer le calendrier électoral. Avant que justement la crise économique ne commence à devenir plus vive et plus aiguë. Merci Dorothée Schmidt pour ces premières précisions. On en reparle tout de suite. Je rappelle votre livre, d'ores et déjà, La Turquie en 100 questions. C'est chez Talendier, c'est bien ça. Et on en reparle dans une deuxième partie. Je vous invite à prendre place autour de la table. Êtes-vous satisfait du résultat de l'élection en Turquie ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Il y a un autre livre à lire, c'est La stratégie de l'intimidation, c'est signé d'Alexandre Delval. Et vous aviez écrit un autre livre il y a quelques années, La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie, point d'interrogation. D'abord, quelle est la leçon que le géopolitologue que vous êtes tire des résultats de ces élections turques ? Ce que je tire comme leçon, c'est que l'identité est très importante. On a tendance à oblitérer cette notion en Occident, puisque c'est beaucoup moins important, la longue histoire, si on reprend les terminologies de Brodel. Et quand M. Erdogan, lorsqu'il a gagné le référendum en avril dernier, a parlé d'une mutation civilisationnelle, d'un changement de civilisation, on ne l'a pas assez analysé. C'est-à-dire que pour lui, l'idée, ce n'est pas uniquement d'avoir un pouvoir pour lui-même, c'est faire redevenir la Turquie un élément fondamental dans le monde musulman, le leader du monde musulman, renouer avec le néo-ottomanisme. Il est à la fois nationaliste mais aussi islamiste néo-ottoman. Et cette mutation, c'est une mutation de civilisation. Il a un projet civilisationnel. Pour lui, les élites mécréantes, il emploie le mot mécréant parfois, les élites mécréantes acculturées de la Turquie d'origine européenne de l'Ouest auraient humilié les musulmans, les autochtones majoritaires, les Turcs orientaux, islamiques. Il les aurait humiliés en imposant par le haut une laïcité qui aurait été une imitation de l'Occident. Et pour lui, l'idée, c'est de retrouver la fierté à la fois nationale et civilisationnelle, redonner aux Turcs une dimension qui leur a été enlevée, mais qui est toujours en eux. Alors justement, si on vous suit, à supposer que ce que vous dites est juste, il n'y a pas cette menace que vous aviez pointée donc, dans ce livre, La Turquie dans l'Europe, cheval de Troie. Cheval de Troie islamiste, j'avais dit. Cheval de Troie islamiste, oui. N'a pas raison d'être, puisque là, d'après ce que vous dites, Erdogan ne va plus regarder vers l'Europe, Erdogan va regarder vers l'Orient. Alors, et donc, il n'y a plus la volonté de rentrer dans l'Europe. Pourtant, si, il a un point commun avec Macron, au moins un. C'est que le « en même temps » existe chez les hommes très pragmatiques. Il est à la fois un idéologue, un homme qui a une vision de civilisation, mais très pragmatique, capable de beaucoup d'élasticité. Regardez sa réconciliation avec Poutine. Il est capable d'une très grande souplesse, mais il aime les rapports de force. Alors, on a l'impression qu'il n'aime pas la souplesse parce qu'il est dans des rapports de force. Mais lorsqu'il a en face de lui des gens
qui, comme lui, sont adeptes du monde multipolaire, de la réelle politique et des rapports de force, il peut être très très souple et très pragmatique. Et donc il est capable, en même temps, d'être vers la Chine, vers le monde musulman en général, jusqu'à l'Indonésie, le monde arabe, très important pour lui, d'où l'instrumentalisation de la cause palestinienne, de l'antisionisme, pas vers l'autorité palestinienne, mais carrément en soutenant le Hamas. Tout cela fait partie d'une stratégie en même temps multidirectionnelle, qui n'est pas tout à fait stupide, et qui était celle aussi à un moment prônée par Davutoglu, même si ensuite il s'est écarté de cet ancien conseiller et ministre des Affaires étrangères. Jouer plusieurs matchs à la fois, comme le disait un ancien ambassadeur de France en Turquie. À quoi doivent s'attendre les voisins de la Turquie, selon vous? Je pense que les voisins de la Turquie peuvent tout de même être un petit peu inquiets, car Erdogan respecte la force. Et si en face de lui, il n'y a pas un minimum de résistance, il pratique ce que j'appelle dans mon livre la stratégie de l'intimidation, j'appelle ça aussi le test des réactions. Il analyse les réactions. Or, récemment, lorsqu'il a insulté très très gravement Angela Merkel, en traitant l'Allemagne de nazie, Angela Merkel d'un pays qui persécutait les musulmans, qui soutenait le terrorisme avec notamment les Kurdes. Il a insulté aussi la Suède, la Belgique pour les mêmes raisons, l'Autriche, parce qu'en Autriche, certains centres islamiques turcs ont été interdits récemment. Il n'y a pas eu de solidarité européenne, il n'y a pas eu de rappel d'ambassadeurs, il n'y a pas eu de sanctions économiques, il n'y a pas eu ce que l'on fait d'habitude contre la Russie ou même contre, par exemple, la Pologne, ce que Bruxelles voudrait faire sur la Pologne. Il n'y a pas eu de réaction, notamment lorsqu'il a envoyé un bateau militaire pour empêcher une compagnie italienne, l'ENI, de forer du pétrole au large de Famagusta. Eh bien, l'armée turque a carrément été manu militari, empêché quelque chose de tout à fait légal, qui était le forage de pétrole et de gaz à Chypre. Il n'y a pas eu de réaction européenne. Et quand il a dit récemment, en concurrence avec les nationalistes, qu'il fallait récupérer toutes les îles grecques de la mer Égée, ce qui est absolument aberrant. C'est comme si la France disait on va récupérer toute une partie de la Belgique qu'on va annexer. Il n'y a pas eu de réaction de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il a analysé cela comme une sorte de faiblesse, donc il peut aller un peu plus loin. Je ne dis pas qu'il va envahir la Grèce, bien entendu, ça ne me paraît pas possible. C'était aussi un discours à usage interne pour avoir l'air nationaliste, pour flatter un peu la fibre nationaliste, mais c'est quand même relativement inquiétant, cette non-réaction des Occidentaux, qui sont si vigilants vis-à-vis de la Hongrie et si peu vigilants vis-à-vis d'un pays qui, à mon avis, n'aurait même pas dû être élu comme candidat. Et c'est ce que j'ai expliqué avant beaucoup de gens. En 2002, je savais très bien qui était Erdogan. Et personne n'était dupe, d'ailleurs, dans l'opposition turque et chez les laïcs turcs. Il n'y a qu'en Europe qu'on nous présentait un Erdogan européen modéré. Eh bien, on en reparle tout de suite. Je vous propose quand même qu'on regarde, si c'est possible, les résultats, encore une fois, de l'élection. Et je vous propose également de répondre à la question, est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Vous êtes très nombreux à nous répondre à la question de ce qui est posé sur Twitter et également à réagir. On va prendre vos questions. Mais d'abord, je voulais juste une chose. D'abord, est-ce que, par rapport à tout ce qui a pu être dit, est-ce que vous aviez une réaction et peut-être une question subsidiaire à quoi doit-on s'attendre sur un sujet qui quand même concerne toute l'Europe et nos relations avec la Turquie, sur la question migratoire et en particulier sur les engagements qu'avait eu Erdogan vis-à-vis de l'Union européenne? Guillaume Perrier. Avec Erdogan, il faut s'attendre à tout, comme toujours, mais là encore, je dirais que l'Europe a eu la faiblesse d'abord d'être incapable de produire une réponse politique à cette crise migratoire, et de ce fait a offert sur un plateau à Recep Tayyip Erdogan la possibilité d'exercer un chantage sur cette question, et il ne s'en prive pas depuis 2 ans. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il dénonce cet accord du 18 mars 2016, sans qu'il menace de le rompre, d'envoyer des vagues de migrants sur les côtes. Alors là aussi, c'est une menace qui semble difficile à mettre à exécution, bien entendu. D'abord parce que la Turquie a besoin de ces réfugiés syriens sur son sol pour faire tourner l'économie. La Turquie ne va pas envoyer des navires avec des milliers de migrants sur l'assaut des côtes européennes, mais si vous voulez, Erdogan peut brandir cette menace et en tout cas jouer de ce levier pour obtenir ce qu'il veut des Européens. Sur les migrants, je pense qu'il faut beaucoup tenir compte de l'état des conflits régionaux. Donc la crise syrienne, elle est pas résolue. La Turquie, au contraire, est en train de mettre le feu dans le nord de la Syrie. Donc ça veut dire plus de réfugiés en Turquie. Et on a une vraie question sur la capacité de la Turquie quand même à absorber de nouveaux flux de réfugiés. On sait qu'on a des départs qui reprennent vers la Grèce en ce moment. Donc ça veut peut-être dire que la Turquie
relâche un petit peu la pression pour nous faire peur un peu. Mais je pense que Tayyip Erdogan ne peut pas se permettre de rompre l'accord. Ça, je pense que c'est des propos de campagne. On a promis beaucoup d'argent en échange du traitement des migrants sur le sol turc. Et effectivement, comme Guillaume l'a dit, il a aussi besoin de ces migrants. La question, c'est plutôt comment la crise syrienne va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le discours en Turquie, c'est qu'il faut que les migrants puissent... les réfugiés syriens, qui n'ont pas de statut de réfugié d'ailleurs en Turquie, puissent retourner en Syrie s'installer. Alexandre Delval. Je pense que Angela Merkel n'a pas eu tort, dans le fond, de faire cet accord sur les migrants avec la Turquie. L'erreur, ça a été de le faire sans consulter ses partenaires européens. Et l'erreur n'est pas que d'elle. Il n'y a pas de politique migratoire concertée. L'Union européenne manque gravement de concertation. Mais il faut s'entendre avec les pays d'origine, d'où viennent les migrants. Pour Angela Merkel, mettons, c'est une question. Mais pour ce qui est d'Erdogan, qu'est-ce que vous, justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme Dorothée Schmidt, que finalement Erdogan, même renforcé, même avec une pression migratoire, continuera de respecter son accord avec l'Europe? Je pense qu'il va le respecter, mais là aussi, il va tester les réactions. Tout dépend, vous savez, dans un deal, dans un accord, c'est pas parce que Trump en a parlé, mais le deal, c'est aussi des rapports de force. Et s'il n'y a pas de rapport de force de notre côté, s'il y a des dindons de la farce, mais en plus divisés et un peu culpabilisés, parce que Erdogan est très fort dans l'analyse de la psychologie et dans l'instrumentalisation de la culpabilité occidentale. Un jour, un de ses partisans me disait « Nous rentrerons dans l'Union européenne même si nous ne remplissons pas les règles, ne serait-ce que parce que vous voulez vous donner bonne conscience ». Ils nous connaissent parfaitement, les partisans d'Erdogan, et ils savent très bien ce qu'ils font lorsqu'ils essaient de culpabiliser. Donc l'Europe ne doit pas se laisser culpabiliser, elle doit avoir un discours concerté. Et là, de toute façon, le principe de réalisme commande que lorsque quelqu'un est à la tête d'un pays, on doit s'entendre avec lui. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un accord sur les migrants avec la Turquie, à condition que cet accord soit beaucoup mieux pensé que la dernière fois. Donc il faudra un nouvel accord, si je vous écoute. Quand on regarde la carte du vote, pour revenir à l'élection d'hier, les élections d'hier, on est frappé par, en ce qui me concerne, j'étais à Istanbul en novembre 2015, par la ressemblance du vote. On a l'impression qu'on a des marges, c'est-à-dire un ouest européen avec des partis progressistes ou de gauche qui arrivent en tête, un extrême ouest kurde en faveur donc, du HDP, et puis le reste, c'est-à-dire quasiment tout le pays, aux couleurs de l'AKP ou du parti d'extrême droite. Sauf les Alevis. Il ne faut pas se laisser tromper non plus par les cartes qui font apparaître uniquement le parti majoritaire dans les provinces. Il y a évidemment beaucoup de nuances de couleurs, hein, mais quand vous parlez de parti progressiste dans l'Ouest, je pense que c'est important de préciser quand même qu'il s'agit du parti kémaliste, qui n'a rien d'un parti progressiste. Enfin, il faut quand même se souvenir un petit peu de ce que c'est. Donc il y a cette sociologie. Le parti kémaliste, c'est le parti fondé par Atatürk, qui a longtemps été le parti unique. Donc si vous voulez, c'est quand même le socle de cette République turque, autoritaire, encore une fois, dont Erdogan reprend les instruments aujourd'hui. Donc on a un vote effectivement acquis au parti kémaliste sur toute la côte égéenne pour des raisons d'ordre socio-économique. On a un vote kurde très identifié dans le sud-est de la Turquie, qui sont les régions de population kurde, et puis à Istanbul, qui est la plus grande ville kurde du pays. Et puis au milieu de ça, effectivement, toute l'Anatolie centrale, l'Anatolie profonde, rurale, conservatrice, vote en grande majorité pour Recep Tayyip Erdogan. Cette carte électorale, elle est inchangée depuis 15 ans. Et sur cette élection, on voit que les bastions, les fiefs des uns et des autres ont été renforcés à chaque fois. Et ça vous a frappé, ça, Dorothée Schmidt? D'abord, même réaction que Guillaume Perrier sur la qualification de progressiste pour les djihadistes, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, de débats au sein du parti. Là, on a une campagne faite par... Quand vous dites djihadiste, pour le nous parti Français, kémaliste, Parti républicain du peuple. CHP, donc, Parti républicain du peuple, le parti historique kémaliste. Qui nous a sorti un candidat à la présidentielle qui était plus populiste qu'Erdogan, que certains collègues turcs qualifiaient de populiste de gauche. Bon, encore une fois, c'est parce que les Turcs ne savent pas très bien ce que c'est que la gauche. Le seul parti de gauche aujourd'hui, c'est le parti kurde. Et la bonne nouvelle, le parti pro-kurde du ADP, la bonne nouvelle, c'est qu'il entre au Parlement et qu'il a eu plus de... Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on avait un vrai enjeu démocratique sur ce parti dont les militants ont été vraiment pourchassés par l'AKP, dont beaucoup sont en prison aujourd'hui. Par le patron. Exactement, l'immunité parlementaire des députés a été levée, on les accuse de collusion avec le PKK, donc on avait une espèce de précédent qui pesait sur le HDP, sur ce parti, avec finalement des députés kémalistes qui craignaient eux aussi un jour qu'on lève leur immunité parlementaire et qu'on puisse les envoyer en prison pour un oui, pour un non. Donc là, on a le président du parti qui est en prison, qui a fait campagne et qui a réussi à faire entrer au Parlement plus de députés que les autres petits partis, entre guillemets, qui sont donc le parti nationaliste allié de l'AKP,
et puis le fameux Bon Parti, qui était ce nouveau parti politique en Turquie. Ce qui était intéressant dans cette campagne, c'était évidemment la plasticité des alliances, avec une alliance anti-Erdogan complètement aberrante en réalité, qui rassemblait... C'est un gigantesque fourre-tout, quand oui, même, parce qu'il y avait des islamistes, des nationalistes, des gens de gauche... totalement hétéroclite. Leur seul programme, c'était de faire tomber Erdogan et de revenir à l'état de droit, si vous voulez. Donc la faiblesse était... Le verre était dans le fruit dès le départ. Quand vous dites gauche, c'est une gauche qui, en France, serait qualifiée pratiquement en extrême droite, parce que la gauche alliée, la gauche kémaliste ou alliée des kémalistes ou de Madame Meral Akşener, c'est quand même une gauche ultra-nationaliste. Donc, ce n'est pas les mêmes références que chez nous. C'est comme le PASOK en Grèce. On ne peut pas plaquer nos notions droite-gauche à nous sur des pays comme la Turquie ou d'autres. Et il faut parler aussi des Alévis. On n'a pas parlé des Alévis. Il y a les Kurdes, minorité ethnique, mais il y a aussi les Alévis, minorité religieuse. Minorité chiite. Alors, chiite, c'est un grand mot. Moi, j'ai rencontré Izzettin Doğan plusieurs fois, qui était l'un des patrons non, mais pardon, je me rappelle ce que dit un des grands intellectuels alévis, qui est très connu. Il a des gardes du corps en permanence. Ça vous montre quand même aussi le danger. Il vous dit, tous les Alévis n'ont pas des gardes du corps. Mais lui, moi je parle de lui. Mais lui, il avait 3 gardes du corps en permanence et il est menacé de mort régulièrement parce qu'il y a très souvent eu des attentats contre des Alévis. Ils sont considérés comme des apostats, un peu comme les Alaouites sont considérés apostats en Syrie. Et ils ont des traditions chamaniques qui ont été rattachées à une forme de schisme extrêmement ésotérique. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec l'islam. La question, c'est est-ce qu'ils s'expriment en politique? Est-ce qu'il y a une position justement, c'est ce que j'allais dire. Et il n'y a pas de structuration politique des Alévis en tant que non, mais tel, je voulais continuer ça, je vous ai pas coupé. Il s'exprime beaucoup en politique parce que traditionnellement, les Alévis votent soit très à gauche, soit kémalistes. Et d'ailleurs, dans le parti kémaliste de M. Ince, il y a beaucoup d'Alévis. Dorothée Schmitt, lui-même est Alévi. Lui-même est Alévi. Oui. On a beaucoup d'Alévis au parti effectivement kémaliste, qui est parfois qualifié de parti Alévi. Oui. Mais pour moi, ce qui est important dans ce paysage-là, dans ces résultats qu'on voit notamment pour les élections au Parlement législatives, c'est que finalement, on a ce fameux parti ultranationaliste du MHP qui, comme je le disais, semblait finalement condamné, qui se maintient. Et puis on a l'AKP qui est le grand parti dominant qui se maintient aussi. Donc finalement, toutes les tentatives d'expérimentation ailleurs, pour le moment, elles ont échoué. Ça ne veut pas dire qu'elles vont échouer à l'avenir, mais... Alors justement, il y a une question de Pierre qui nous dit comment expliquer les bons résultats donc, du MHP alors que cette formation était jugée moribonde, des résultats qui permettent à l'AKP de former une alliance majoritaire au Parlement. On rappelle que ce parti, d'ailleurs, s'était allié avec l'AKP déjà lors des précédentes élections législatives. 2015, oui, absolument. Mais c'est entre les 2 élections législatives de 2015, ça a été tout le basculement justement opéré par Erdogan de faire cette alliance avec l'extrême droite nationaliste pour pouvoir justement s'octroyer une majorité. C'est le moment où, si vous voulez, il a complètement changé de politique. Il a limogé son Premier ministre Ahmet Davutoğlu, il s'est allié avec Poutine et il a basculé vers cette extrême droite nationaliste. Donc on a vu ce virage à ce moment-là. Et aujourd'hui, Erdogan est en train de renforcer cette coalition au pouvoir. Bon, ça veut dire qu'il y a une ressource nationaliste très très forte. Le nationalisme, c'est une ressource politique en Turquie majeure. Et le MHP, c'est quand même le dépositaire de cette ressource. C'est le gardien du temple. La caisse nationaliste, elle est dans ce parti. Alors, comment expliquer, à l'inverse, les faibles scores du II Party? Est-ce à cause de sa faible capacité à capter les voix du MHP? Peut-être rappeler ce qu'est le II Party? En fait, le II Party, c'est Mme Meral Akşener qui vient du MHP, de la droite ultranationaliste. Elle a fait une scission et elle a créé un parti il y a très très peu de temps. Son faible score, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de lever des fonds, de s'organiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que les élections ont été, entre autres, c'est pour ça qu'elles ont été anticipées. Il est tout frais. Ce parti n'a pas eu le temps de véritablement exister. Et donc voilà, l'explication est ici. Mais Meral Akşener, qui était présentée aussi comme quelqu'un de presque modéré, elle est ultranationaliste. D'ailleurs, quand il y a eu l'idée de récupérer les îles grecques, les îles de la mer Égée grecque, tous les partis en lice aujourd'hui ont fait une surenchère, sauf le parti pro-kurde, une surenchère pour dire oui, on n'aurait jamais dû laisser les îles à la Grèce. Et avec une unanimité ultranationaliste pour taper sur les Kurdes et sur la Grèce. On n'en parle jamais en France, mais l'ultranationalisme est assez impressionnant en Turquie. Je vous voyais sourire dans votre Non, je pense qu'il y a au moins 2 points qui ont posé problème au II Party. C'est le flou du programme. En réalité, ce parti est sorti d'un peu nulle part et c'est une espèce aussi d'alliance de la carpe et du lapin qui a fait des petits arrangements tactiques avec le parti kémaliste pour pouvoir être présent au Parlement. Et puis Meral Akşener, finalement, c'est une personnalité politique recyclée qui vient tout droit du fin fond des années 80 en Turquie et peut-être que les électeurs étaient un peu lassés. Ils préfèrent l'original, ils préfèrent Devlet Bahçeli, le leader du MHP. Et elle était ministre à la pire époque où les Kurdes étaient massacrés. Elle a laissé un très mauvais souvenir. Elle a été ministre de l'Intérieur et pour beaucoup de Turcs, elle reste la représentante de ce qu'on appelle l'État
état profond, si vous voulez, le Derin Devlet en Turquie. Donc, il y a les années de dictature, en fait, les années de la dictature des années 80, qui ont suivi le coup d'État des années 90 plus. Ouais, elle était ministre de l'Intérieur au moment, effectivement, de ces grandes opérations contre le PKK dans le sud-est de la Turquie. Mais ce qui est important pour aussi comprendre... plus les années de dictature. Pour comprendre pourquoi on s'est trompé sur Meral Akşener, beaucoup d'observateurs se sont trompés. Je crois que le simple fait que ce soit une femme d'apparence occidentalisée fait que nous, en Occident, on a vu ce prisme. On l'a jugée modérée, simplement parce qu'elle ne portait pas le voile et qu'elle était d'apparence occidentalisée. Je crois que c'est aussi une preuve de l'incompréhension qu'on peut avoir sur la Turquie. Il nous reste encore 5-6 minutes. On continue de prendre les questions des internautes. Vos questions, vous continuez à nous les poser. Finalement, la non-alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP a-t-elle profité à l'AKP ? Excusez-moi. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP... Mais il ne pouvait pas y avoir d'alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP. Pourquoi le bloc de l'opposition, c'est une coalition anti-kurde. Une coalition, tous les partis sont nationalistes et tous les partis sont anti-kurdes, y compris le parti kémaliste et le I-Parti. Donc il était totalement inenvisageable que ça puisse arriver. Le parti kémaliste lui-même a soutenu, par exemple, les opérations à Afrin ces derniers mois. Alors, question subsidiaire d'Olivier, le sud de la Turquie va-t-il chercher à avoir l'indépendance ? Non. Je ne pense pas que le sud de la Turquie peut chercher à avoir son indépendance aujourd'hui. Enfin, ça dépend ce qu'il appelle le sud de la Turquie. Mais si c'est le Kurdistan, s'il parle des Kurdes, il y a toujours une volonté séparatiste, mais qui est totalement impossible. Les Turcs préfèrent éliminer la moitié des Kurdes que d'accepter l'idée même d'un séparatisme. Donc c'est complètement impossible. Quant aux minorités arabophones, il n'y a aucune possibilité non plus. Elles sont résiduelles. Donc je pense qu'il n'y a aucun risque. Par contre, le risque, c'est que tant qu'il y a des mouvements séparatistes, la répression continuera. D'ailleurs, Erdogan, à chaque fois qu'il baisse un peu dans les sondages depuis une dizaine d'années, il remonte lorsqu'il tape sur les Kurdes, soit verbalement, soit militairement. Notamment avec le parti MHP. Notamment. Voilà, oui. Et l'opposition va-t-elle chercher à remporter des villes d'Istanbul et d'Ankara comme elle avait réussi à le faire lors du référendum de 2017 au regard donc, des résultats d'hier ? C'est intéressant parce que les résultats d'hier montrent qu'Istanbul est vraiment... Erdogan a gagné avec 50% tout juste la présidentielle. Donc il est quand même très nettement en tête. Mais on voit qu'effectivement... auparavant, Istanbul était perçue comme une petite photographie de la carte nationale et aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de basculer tout doucement dans une forme d'opposition. Et Istanbul qui a eu comme maire un certain Recep Tayyip Erdogan. Absolument. Et il reste le maire de toute façon aujourd'hui. Un message pour vous, Guillaume, de Pierre, qui dit qu'il a lu votre excellent livre, je cite « Erdogan est un kémaliste vert, je partage totalement votre analyse qui s'est une fois démontrée cette nuit ». Jean Bernardin nous demande pourquoi les Turcs de France qui bénéficient d'une pensée totale semblent-ils soutenir autant un homme qui confisque la liberté d'expression. Bon, c'est son avis, mais pourquoi justement il y a un tel soutien d'Erdogan chez les Turcs de France ? Mais il y a une fierté nationale très forte. Il y a le sentiment qu'Erdogan, c'est l'homme qui a fait entrer la Turquie dans une forme de modernité, qui a permis à la Turquie de se développer économiquement, qui lui a redonné un profil de puissance régionale et internationale. Et cette fierté-là, elle est très grande. Et aujourd'hui, on a aussi une psychologie de forteresse assiégée. C'est-à-dire qu'Erdogan joue sans cesse sur l'ennemi extérieur, intérieur. On nous en veut, protégez-moi. Et voilà, l'électorat. Alors, il y a une autre raison qui est sociologique, un peu comme les Marocains du Rif en Belgique, qui sont très islamistes. Ils viennent de régions assez reculées où il y a pas mal d'ignorance et de réislamisation radicale. C'est un peu pareil pour les Kurdes. Ce n'est pas les Kurdes d'Izmir qui ont voté Ince qui émigrent en France. Ce n'est pas l'élite kémaliste ou occidentalisée. C'est plutôt des gens qui viennent des campagnes. Alors, en enlevant les Alevis, en les mettant de côté, la plupart des Turcs qui votent Erdogan, ce sont des sunnites qui viennent de la Turquie réislamisée. Donc c'est assez logique. Ils transportent aussi des modes de vie. Quelle a été la réaction des marchés financiers turcs après le résultat des élections ? On l'a vu ce matin. Ah, ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas non plus suivi. Ils étaient apparemment un peu rassurés, à ce que j'ai compris, parce que le pire, ça aurait été l'instabilité. Non, bien sûr. Et ce qui est certain, c'est que là, depuis 3 semaines à peu près, on a eu des manifestations d'inquiétude de la part des marchés qui sont totalement inédites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était vraiment sur le wait and see. Si on a un homme fort aux manettes, c'est bien. Et aujourd'hui, on est tellement inquiet des caprices d'Erdogan que je pense que les marchés vont quand même réserver un peu leur réaction. Ils attendent la formation du prochain gouvernement. Ils attendent de savoir si on va maintenir dans l'équipe les personnalités qui sont considérées comme raisonnables et qui pourront contenir un peu les déclarations un petit peu délirantes d'Erdogan sur l'indépendance de la Banque centrale, par exemple, au hasard.
Je vous remercie pour toutes ces précisions. On va regarder encore une dernière fois donc, les résultats de cette élection donc, qui marque et confirme donc, la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la présidence turque, et son principal opposant, Muharrem İnce, a déclaré qu'il reconnaissait, qu'il admettait ces résultats, qu'il a cependant qualifié d'injustes, et il a estimé que le pays est entré dans un régime dangereux où le pouvoir serait concentré entre les mains d'un seul homme. Donc ça nous fait justement, en tous les cas, quelque chose qu'il faudra commenter dans les jours, dans les semaines à venir. Et vous reviendrez sur Figaro Live. En tous les cas, vous serez invité à le refaire. Merci beaucoup de l'avoir fait. Guillaume Perrier, je vous rappelle votre livre « Dans la tête d'Erdogan ». C'est aux éditions Actes Sud. La Turquie en 100 questions, c'est chez Taillandier. Et la stratégie de l'intimidation, la Turquie en 100 questions, c'est Dorothée Schmidt. Et puis il faut relire tout ce que vous écrivez d'ailleurs hein, sur la Turquie, sur le site de l'IFRI et Alexandre Delval. Donc la stratégie de l'intimidation, et c'est chez L'Artilleur. Merci beaucoup. Les programmes continuent sur Figaro Live. Dans un instant, le talk. Yves Tréhard reçoit Franck Proust. Il est eurodéputé Les Républicains et responsable de la section française du Parti populaire européen. Et il y a fort à parier qu'on reviendra justement sur les derniers événements, que ce soit la Turquie ou encore l'échec du mini-sommet de Bruxelles. On y reviendra en tous les cas ce soir dans Point de vue avec Guillaume Roquette. À très vite sur Figaro Live.